Bonjour et allô à toutes et à tous. Ici Berlin. Comment qualifier ce moment ? Un regain, une relance, des retrouvailles, le retour tant attendu d'un réflexe ou même carrément un retour de flamme, le franco-allemand en feu sous le soleil radieux de la Côte d'Azur. En cette rentrée, on marque aussi un anniversaire, les 4 ans du podcast, une étape symbolique. L'épisode 100, ça se fête. L'actualité franco-allemande est dense. Pendant tout l'été, Friedrich Merz et Emmanuel Macron se sont activés. La liste des initiatives, des rencontres est longue. Mais comment aller au-delà de l'effet catalogue ? À Toulon, le duo s'est auto-baptisé Mercron. Ça fait un peu opération marketing comme un starter pack. Généré par l'IA, attention à ce que l'air chaud de la Méditerranée, connoté si positivement en français, ne devienne pas du heiße Luft, comme on dit en allemand, juste du vent. Bienvenue, et je ne vais pas vous le dire 100 fois, mais franchement, ça fait plaisir de franchir cette étape avec vous, surtout que l'actualité nous gâte. Et on va décortiquer tout cela dans un instant avec mes 2 invités du jour. Vous les connaissez bien, Stéphane Seidendorf, directeur adjoint du DFI, et Paul Maurice, secrétaire général du comité d'études des relations franco-allemandes à l'IFRI, à Paris. Salut à vous deux. Bonjour Hélène. Bonjour Hélène. Alors, avant qu'on ne plonge ensemble dans l'analyse de ce Conseil des ministres franco-allemands du vendredi 29 août, quand même, marquons les 4 ans du podcast. Stéphane, on était parti en 2021 pour faire seulement 10 épisodes sur les élections du Bundestag. Ça devait être un projet d'1 mois mené pour le DFI et complètement financé d'ailleurs à l'époque par le DFI. Mais le podcast a tout de suite trouvé son public et on a été en quelque sorte forcé de continuer. Mais je te félicite Hélène, puisque c'est toi qui étais à l'origine et nous avons bien travaillé ensemble, mais c'est toi la journaliste qui a réussi à chaque fois trouver un angle original et à bien porter cette politique allemande dans le public, dans l'espace public français. Et même, on peut se dire, si on regarde un peu les confrères consoeurs des médias classiques, tu as trouvé une nouvelle manière de parler de la politique allemande et du franco-allemand en France. Et bravo à toi aussi quand même Stéphane d'avoir trouvé le temps pour tous ces enregistrements et d'avoir joué le jeu alors que j'arrivais parfois avec des questions qui fâchent et puis parfois même je mettais le doigt dans la plaie des manquements du franco-allemand. Mais justement, c'est le but du jeu. On n'est pas là pour refaire de la communication. Il y en a d'autres qui peuvent le faire. Et puis, c'était vraiment le pari et puis l'aventure. Je pense qu'on a un tout petit peu réussi à raconter ça avec une manière critique sans être anti-européen ou anti-franco-allemand. Paul Maurice, toi, tu fais partie de ceux qui sont infatigables en France quand il s'agit de parler de l'Allemagne et du franco-allemand et d'essayer tant bien que mal d'éveiller l'intérêt des gens sur ces sujets. Si je te dis que 74 000 personnes ont écouté au moins un épisode du podcast, ça fait ta rentrée, non ? Effectivement, merci, félicitations à tous les deux parce que moi j'ai rejoint en cours de route, je suis passé d'auditeur à acteur du podcast, donc c'est toujours très flatteur et je suis ravi d'avoir pu y participer. Et puis en plus c'était l'occasion de se voir parce que je peux le dire maintenant aux auditeurs, on s'enregistre en Zoom, donc on se voit, donc de voir Stéphane et de te voir Hélène alors qu'on n'est pas du tout au même endroit tous les trois et c'est toujours un plaisir de discuter avec vous deux. Merci pour vos compliments et aussi merci pour votre soutien ainsi que celui de 5 autres institutions franco-allemandes cette année parce qu'il fallait bien unir nos forces ces derniers mois pour couvrir les élections législatives allemandes face aux aléas de budget en France, en Allemagne, là maintenant de nouveau en France. On a tenu le cap alors que la situation était très précaire, mais j'y reviendrai à la fin de l'épisode. D'abord, retour sur ce grand moment franco-allemand du 29 août. À Toulon, sous un ciel parfaitement bleu, soleil éclatant, la Côte d'Azur, des cartes postales, des stars de cinéma pour un moment où forcément on a un peu joué sur la com. Wir bringen Europa voran. Unis et forts. Für Freiheit und Sicherheit. Pour nos citoyens. Als Partner. Comme alliés. Und als gute Freunde. Et bons amis. Merci à vous. Vielen Dank. Mais au-delà des belles images, les 2 gouvernements réunis en Conseil des ministres conjoints ont aussi adopté 8 feuilles de route, une vingtaine de projets phares, tout est résumé dans un PDF de près de 30 pages, très touffu, souvent ardu, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas travaillé. Grand et bel effort collectif, dans la bonne humeur générale d'ailleurs, il faut le noter, mais il y a un peu de quoi être assommé par ce listing, sans grande annonce très concrète. Est-ce moi la journaliste qui, là encore, une fois de plus, est trop cynique, ou est-ce que c'est aussi ton sentiment, Stéphane ? Une bonne chose déjà, c'est qu'on se retrouve et on se parle. Et on est allé vers le fond des choses. On a mené un dialogue stratégique sur des sujets d'avenir et qui nous concernent tous les deux. Et on a discuté de comment, malgré les différences, on pourrait coopérer. Et c'est
souvent pas encore très concret. C'est une des reproches que je ferais aussi, qu'on a peu d'annonces très concrètes, mais au fait, on a lancé un processus et c'est pas étonnant puisqu'on vient de tellement loin qu'il fallait vraiment commencer par là. C'était bien préparé, les équipes avaient beaucoup travaillé, on a du fond là-dedans, mais c'est des réflexions et maintenant il s'agit de concrétiser. Tout de même, qui peut vraiment comprendre ces documents? Même les spécialistes du franco-allemand ont besoin de se mettre à plusieurs. Il nous faut un expert finance, un expert énergie, un expert IA. C'est très, très, très technique quand même. Paul, qu'en penses-tu, toi? J'allais dire tant mieux si les experts du franco-allemand comprennent pas ces documents, parce qu'en fait, ça veut dire que le travail a infusé au-delà du simple cercle franco-allemand. Ça touche des milieux industriels. Il y a des questions autour du spatial, il y a des questions autour de la défense, il y a des questions économiques, financières, sur l'épargne, etc. C'est-à-dire qu'en fait, la France et l'Allemagne embrassent des sujets qui sont les sujets d'avenir de l'Union européenne. Que fait-on de notre compétitivité face aux États-Unis dans le contexte Trump 2? Que fait-on face à la Chine, qui développe une capacité dans le domaine de l'énergie qui est très forte? C'est-à-dire qu'on va au-delà du franco-allemand, mais on le fait en franco-allemand, c'est-à-dire que la France et l'Allemagne portent ces projets-là. Tout de même, concrètement, qu'est-ce qu'on fait d'un PDF? C'est un peu le problème quand il y a des conseils des ministres franco-allemands. Si c'est trop concret, on dit ah oui, mais c'est un effet d'annonce. Et s'il y a un travail de fond, on dit oui, mais il n'y a rien de concret tout de suite. Je pense que là, il y a quand même des choses, il y a des jalons qui sont posés et qui vont mettre en place une méthode. Mertz a parlé d'esprit de Toulon. C'est assez intéressant parce que c'est à la fois le fond, la forme et la méthode. Et il faut voir comment tout ça aboutit. Il y a des échéances qui ont été posées, de clauses de revoyure jusqu'à la fin de l'année. Et on va voir si tout ça aboutit. En tout cas, tout ça a permis de mobiliser des secteurs qui ne sont pas forcément par réflexe franco-allemand. C'est vrai que je suis sans doute un petit peu dure parce qu'on a quand même eu des images fortes et belles. Friedrich Merz qui se lance pour la première fois en français, en direct devant les caméras et visiblement sans texte. C'était quand même pas mal. D'abord, merci pour ton accueil ici, ton accueil chaleureux à cette place ici, à cette place impressionnante. Merci pour tous et pour votre hospitalité à cette place ici. Merci. On ne peut pas nier qu'il y a eu quelque chose d'humain qui s'est passé au-delà du catalogue technique, comme quoi le rapport personnel, la relation personnelle des dirigeants, ça joue quand même. Là, on a eu la concrétisation de ce qu'on pressentait depuis l'élection de Friedrich Merz, à savoir une relance, pas seulement du réflexe politique franco-allemand, mais aussi le retour d'une vraie amitié au plus haut niveau. Et ça change tout. Stéphane, qu'est-ce que tu réponds à ça, toi qui as souvent dit dans le podcast, ici, pendant les années Scholz par exemple, que c'était pas si grave, au fond, de pas bien s'entendre, tant que les institutions et les autres acteurs du franco-allemand travaillaient bien ensemble? C'est la volonté politique qui joue. Et la volonté politique, elle est incarnée par évidemment le président et le chancelier. S'ils s'entendent tous les deux, personnellement, tant mieux. Sur les images, ça avait l'air. Mais ce qui compte, c'est cette volonté politique de prendre après les corps ces sujets qui sont pas faciles. Olaf Scholz, il y en a qui disent il était parti franco-allemand, mais il a compris que c'était trop compliqué, ça demandait trop de travail et ça apportait trop peu de choses. Je ne sais pas si c'est vrai, mais là, en l'occurrence, on n'a pas peur des sujets difficiles aussi, notamment sur la partie géopolitique sécuritaire. Il y a beaucoup de défis qui sont évoqués, mais il y a pas encore carrément des réponses qui me permettent de dire ça nous permet d'aller plus loin. Mais comment on emporte les foules avec ça? En plus, Emmanuel Macron comme Friedrich Merz ne sont pas populaires dans leurs pays respectifs. Est-ce qu'on va avoir envie de les suivre? Car au fond, c'était quand même l'un des buts premiers du franco-allemand, mobiliser les foules pour faire l'Europe. En tout cas, le fait qu'ils s'entendent bien, ça donne un bon exemple. Ça montre que finalement, on peut être de bords politiques différents, avoir une culture politique différente, d'une génération différente, et bien s'entendre parce qu'on y voit aussi son intérêt politique, comme l'a dit Stéphane. Pourquoi est-ce que Friedrich Merz, si on regarde l'Allemagne, a un intérêt envers la France? Il a un intérêt envers la France parce qu'il comprend la France. Comprendre la France, ça ne veut pas dire être d'accord avec tout, mais ça veut dire comprendre la manière dont les choses se passent en France et donc de pouvoir les appréhender plus facilement. Et ça peut aussi faire avancer les choses parce que si on comprend la manière de réagir de l'autre, on se braque pas, on va pas se vexer, on va réagir de manière plus rationnelle. Et donc tout ça joue aussi dans la manière dont on va travailler ensuite ensemble.
Et je pense que ça fait aussi, c'est un peu le propre quand même du franco-allemand, là. Cette relation personnelle, qu'on se dit, malgré les problèmes, malgré les États avec leurs raisons d'État, il y a un côté personnel. C'est très romantique et souvent ça n'existe pas vraiment, hein. C'est De Gaulle qui disait, les États n'ont que des intérêts et il n'y a pas d'amitié. Mais là-dedans, dans cette relation personnelle entre deux personnes à la tête de l'État, mais aussi dans chaque échange scolaire, dans chaque jumelage, récite quelque chose de très fondamental pour la relation franco-allemande et qui nous distingue, qui nous différencie d'autres relations bilatérales. C'est pas comme si tu vas voir Poutine à Alaska ou Trump à Washington, c'est autre chose. On peut je pense, comparer avec les échanges scolaires avec des correspondants qu'on découvre. Est-ce qu'il est gentil? Est-ce qu'il est sympa? Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il est un peu différent de moi? Et puis comment on est choqué quand on voit comment c'est en vérité totalement différent et à la fin on est quand même des bonnes copines, des bons copains, il y a des belles histoires qui se nouent et c'est un peu de ça aussi. J'adore ta façon de raconter ça, Stéphane, mais je me demande encore comment on va faire pour donner envie. Vraiment, je le redis, personnellement, je suis vraiment bluffée, ébahie par le travail qui a été fourni, la technicité de ce qui nous a été présenté à Toulon. Mais ça manque un peu d'âme. Et j'ai l'impression que ce franco-allemand, c'est vraiment devenu un outil technocratique au service de l'Europe. C'est formidable que ça le soit. Et quand ça n'est pas le cas, on voit vraiment que ça manque. Mais là, en fait, je réalise qu'il manque autre chose, à savoir cette saveur, cette spécificité, en fait, tout ce qui faisait le côté extraordinaire de cette relation franco-allemande. Alors là, je confirme tout à fait, hein, si nous ne pouvons pas toucher les foules ou au moins gagner les citoyennes, les citoyens pour participer à toute cette aventure, ça va pas pouvoir fonctionner. C'est très beau de parler de l'intelligence artificielle, des algorithmes, des startups, des innovations de rupture et c'est super si on peut le faire en franco-allemand, mais tout ça, ça va fonctionner si derrière nous avons une légitimité démocratique. C'est ça la base. C'est un des premiers, à vrai dire, un des premiers documents de ces sommets. Vous savez que le DFI, il en fait la collection et la documentation depuis 1963, au fait, hein, on les a tous ici. Un des premiers où on voit, à vrai dire, pas grand-chose qui concernerait la culture, les échanges, l'apprentissage linguistique. Paul, il a trouvé quelque chose, il dit. Alors, dis-moi. Ouais, je pense que ce qui est intéressant, c'est l'insistance sur les aspects transfrontaliers. Et là, on touche le quotidien des citoyens, parce que dans les régions transfrontalières, ce qui va intéresser les gens, qui peut paraître un peu technique quand ça concerne des vignettes sur les voitures, qui est pas la même en France et en Allemagne, ce qui concerne la fiscalité, etc., ça touche le quotidien de gens qui traversent la frontière quotidiennement. Donc là, on a peut-être quelque chose. Alors, c'est vrai que c'est pas des sujets qui emportent les foules et qui emportent pas toutes les foules. La deuxième chose, c'est sur la culture, c'est vrai que c'est moins important que ce qu'on a pu voir dans les années précédentes. L'européanisation d'Arte est quand même quelque chose d'assez intéressant parce que ça permet aussi d'utiliser une belle réussite franco-allemande pour lutter contre les défis de l'Europe actuellement qui touchent la France et l'Allemagne notamment sur la désinformation et sur la question de la relation à l'information, à la documentation, etc. Oui, tu as raison. Sur le transfrontalier, il y a ce danger de régionalisation. Il ne faut pas que ce soit confiné l'apprentissage de l'allemand au Grand Est ou au Pays de Bade. On parle d'un corridor, un corridor de santé. Très bien si on peut le faire, qu'on puisse aller consulter les services de santé des deux côtés. Il ne faut pas que ce soit comme ça. Il faut que toute la société se sente concernée et voit un projet auquel on peut atterrir. D'accord pour Arte, mon sens déjà pas mal européen. Peut-être le podcast pourrait coopérer avec Arte un jour, non, pour leur apporter un peu d'audience. Absolument. Alors Arte Radio se concentre plutôt sur le podcast documentaire, mais si ça les branche de faire un peu d'actualité, je suis partante. Sur la défense, la sécurité, les sujets Ukraine, souveraineté européenne, etc., Merz et Macron n'ont pas attendu Toulon puisque ça a vraiment occupé une grande partie de leur été. Et d'ailleurs, toutes ces questions-là, pour ne pas que ça parasite le travail du Conseil des ministres franco-allemands, on les a réservées à une autre instance qui s'est tenue également le vendredi 29, également à Toulon, le Conseil franco-allemand de défense et de sécurité. Alors finalement, là non plus, pas d'annonce spectaculaire. Un symbole fort quand même, hein, on va coordonner les stratégies nationales de sécurité, c'est très important, mais on attendait des annonces sur l'avion de combat SCAF, elles ont été reportées. Friedrich Merz n'a pas profité de ce moment pour dire s'il allait oui ou non se ranger à l'idée de mettre des troupes allemandes en Ukraine. La défense, c'est quand même un sujet qui est en ce moment, comme disent les diplomates si joliment, un irritant du franco-allemand. Oui, on est d'accord pour aller dans le même sens, mais quand il faut annoncer des choses, on passe son tour.
Je pense qu'ad vitam, il y aura 2 irritants du franco-allemand, c'est les questions d'énergie et les questions de défense, parce que finalement, structurellement, la France et l'Allemagne sont différentes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on se parle, c'est parce que c'est structurellement un irritant. Alors le CFADS, comme on dit, le Conseil franco-allemand de défense et de sécurité, en fait, il existe depuis 1988. Et il a toujours eu lieu depuis la création des conseils des ministres franco-allemands, c'est-à-dire depuis 2003, il a toujours eu lieu en même temps que le Conseil des ministres franco-allemands, enfin en tout cas dans la même journée ou la même période. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque le président de la République et le chancelier, en mai dernier, lors de la visite de Friedrich Merz à Paris, ont dit on va réactiver le CFADS, tout le monde a pensé qu'il était éteint. Et pourquoi ça a marqué tout le monde? Parce qu'en fait, il y a un besoin de discussion stratégique entre la France et l'Allemagne. C'est difficile parce que là, on touche vraiment à la souveraineté des États et puis à des cultures stratégiques complètement différentes. Et la France et l'Allemagne ont du mal à se coordonner. Ce qu'il faudrait faire, à mon avis, c'est que ce CFADS se réunisse plus souvent que le Conseil des ministres franco-allemands. Alors, la question du SCAF et du MGCS, elle est attendue parce que c'est aussi un peu un serpent de mer, un irritant. Mais le problème n'est pas politique, c'est-à-dire que c'est d'ailleurs Boris Pistorius et Sébastien Lecornu qui avaient fait avancer le dossier politiquement quand ils bloquaient, mais c'est au niveau des industriels. Et là, on va toucher une différence culturelle franco-allemande forte, c'est-à-dire la relation aux industries de défense, qui sont en Allemagne une sous-branche de l'industrie, et en France, beaucoup plus liée à la sphère politico-étatique. Donc on a 2 cultures différentes, et tant que le politique n'entraînera pas les industriels et ne réussira pas à les convaincre, eh bien, on n'arrivera pas à faire avancer de manière conséquente les 2 dossiers que sont le SCAF et le MGCS. Oui, effectivement, il ne faut pas oublier le char nouvelle génération. Hein. Juste pour compléter, lors du sommet de l'OTAN en juin, on avait donc décidé qu'on allait augmenter les contributions à la défense à 5%, 3,5% plus les infrastructures, mais il n'y a pas eu de discussion européenne ou franco-allemande quoi faire avec ça. Il est temps, devant la situation, autant transatlantique qu'à l'est de l'Europe, qu'on en discute. C'est très beau d'avoir beaucoup d'argent à disposition et de prendre de bonnes résolutions, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et le deuxième élément assez concret concerne cette brigade franco-allemande. Si vous suivez le podcast depuis le début, vous savez, vous connaissez mon scepticisme quant aux capacités de cette brigade. Et là, pour la première fois, on les déploie sur le flanc est de l'Europe, donc dans les pays baltiques, prêtes vraiment à se battre. Et si on réussit ça, il aura toute sa légitimité à contribuer à une défense européenne faite par des Européens avec une mission très claire. Et là-dessus, je pense que c'est un succès, même si ça apparaît juste dans une petite ligne dans ce long texte. Parfait, je le note. Stéphane Seidendorf, positif sur la brigade franco-allemande. On suivra ça. Alors à Toulon, on n'est pas revenu sur la question des contrôles aux frontières systématiques que l'Allemagne a instaurés en mai. Le pays refoule maintenant des demandeurs d'asile. C'est un contraste frappant que tous les médias ici ont d'ailleurs noté en cette fin d'été avec la situation il y a 10 ans. Le 31 août 2015, face au défi de l'accueil des réfugiés, alors que des dizaines de trains remplis de Syriens et d'Afghans arrivaient chaque jour dans les gares, Angela Merkel prononçait sa fameuse phrase. Deutschland ist ein starkes Land und wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Une décennie plus tard, est-ce que l'Allemagne a réussi? 2 réfugiés sur 3 ont trouvé du travail, 98% d'entre eux disent vouloir à terme devenir allemands, mais ils se sentent de moins en moins les bienvenus dans ce pays qui se divise sur la question migratoire et où l'extrême droite bat des records dans les urnes et les sondages. David Philippot est allé demander leur avis aux principaux concernés. Haben wir das geschafft? Reportage à Schönwalde, en banlieue de Berlin. Un millier de réfugiés environ ont transité par cette commune de 11 000 habitants collée au quartier de Spandau. Une centaine de bénévoles les ont accueillis, comme Rainer, pour les aider à se nourrir, se loger ou apprendre la langue. Parmi eux, il y a des gens qui ont réussi à apprendre l'allemand en 4 ans. Ils ont fait des études jusqu'au master et travaillent désormais dans des grandes entreprises du secteur informatique. Ils n'y seraient jamais parvenus sans nous et sans notre soutien. Et bien sûr, s'ils n'étaient pas venus chez nous. Cela nous rend fiers, évidemment. C'est une immense réussite. Il n'y a rien de plus beau que de connaître ce succès que nous partageons avec eux. Mais cela n'a pas été facile et nous devons continuer de nous battre.
Un combat de tous les jours aussi pour Mohammad, un ancien karatéka menacé de mort par les talibans qui voulaient l'enrôler dans leur armée. Il s'est formé pour devenir infirmier en soins intensifs dans un hôpital berlinois. Au début, cela a été très difficile pour moi aussi. Je n'arrivais pas à avoir des cours d'allemand, alors j'ai essayé d'apprendre la langue moi-même, à la maison, grâce à Internet et grâce aux médias. Puis je me suis inscrit à un examen de langue et j'ai réussi à passer le niveau B1 et à obtenir le certificat et puis mon diplôme de soignant. Mais cela dépend de chacun, car certains ne font pas d'efforts et n'y parviennent pas. Mohammad a obtenu la nationalité allemande au début de l'année, mais les portes du pays se referment, au grand dam du maire de Schönwalde, le CDU Bodo Emme, déjà en poste à l'époque. Les mesures qu'on prend maintenant sont des réactions a posteriori à ce qui aurait dû être fait depuis bien longtemps. Mais en quoi ça nous avance de fermer les frontières entre nos pays ? Ça peut être même contre-productif quand les gens sont dans les bouchons pendant 1 ou 2 heures, comme je l'ai constaté en Alsace cet été. Les gens sont frustrés, en colère. En démocratie, ce n'est jamais bon. 10 ans ont passé et le vent a tourné. L'aide aux réfugiés n'est plus dans l'air du temps d'une Allemagne pressée de tourner la page. Les statistiques du nombre des demandeurs d'asile indiquent une rapide diminution, moins 60% en 1 an. Faute de nouveaux arrivants, le foyer d'accueil de Schönwalde va fermer ses portes à la fin de l'année. 10 ans de Wir schaffen das et Angela Merkel, qu'est-ce qu'elle en dit ? Elle, sa parole est rare, mais elle est revenue sur ce moment récemment lors d'un débat avec des citoyens et dans un documentaire. Écoutez. Ce que j'ai fait a polarisé et a conduit des gens à se rapprocher de l'AfD. Mais est-ce que cela en fait a posteriori une raison suffisante pour rejeter une décision qui était importante, juste et que je considérais à l'époque comme raisonnable, digne et humaine ? Et ce dossier de l'immigration sous la pression de l'extrême droite, c'est l'un des chantiers prioritaires du gouvernement Merz. Ce mercredi, le cabinet de grande coalition a adopté 2 textes pour transposer la réglementation européenne sur l'asile dans le droit allemand. Il faut agir vite, parce que sur le plan intérieur, le chancelier a peu de marge de manœuvre. Et pour l'instant, au sein du binôme franco-allemand, c'est plutôt Paris qui inquiète. Le bel esprit de Toulon va-t-il se fracasser sur le mur des réalités politiques françaises ? Car oui, on peut avoir une volonté politique, une feuille de route, des acteurs disposés à faire de leur mieux pour le bien de l'Europe. Si l'un des 2 pays est bloqué par une crise politique comme celle qui s'annonce en France dans les prochains jours, comment fait-on ? Stéphane, j'ai guetté tes interventions dans les médias allemands depuis 1 semaine. Le plus souvent, tu es invité pour expliquer les avancées de Toulon, tu te retrouves à expliquer ce qui se passe en France actuellement avec ce vote de défiance à l'Assemblée nationale qui a vraiment un petit peu douché l'ambiance au CMFA. Oui, c'est vrai, mais c'est peut-être puisque ce qu'on vient de dire là aussi, c'est tellement complexe le contenu de ce Conseil des ministres franco-allemand que c'est plus facile de dire, voilà, encore une crise de gouvernement en France et qu'est-ce qui va arriver. Structurellement, d'abord, je dirais que on vient de tellement loin et les sujets, ils sont tellement profonds que même avec un autre gouvernement, ça restera. Et c'est très bien qu'on discute de ces sujets et de quelle direction stratégique on veut leur donner, avec ou sans le Premier ministre Bayrou. D'ailleurs, intéressant qu'il n'a pas été présent à Toulon, si j'ai bien vu. Mais il n'y a jamais le Premier ministre dans le Conseil des ministres franco-allemand. La seule exception, c'était Jean-Marc Ayrault parce qu'il était germaniste et donc sa présence à titre personnel et affectif était souhaitée. Mais le Premier ministre ne participe jamais au Conseil des ministres franco-allemand qui est présidé par le président de la République. D'accord. Donc voilà, ton acte, il est excusé sur ça. Mais effectivement, au-delà du vote de confiance lundi, la question se pose de cette instabilité domestique en France, mais aussi en Allemagne. C'est très révélateur que même le MEDEF et l'équivalent allemand, ils ont fait une contribution une communication autour de ce Conseil des ministres, de ce qu'ils attendent, évidemment de la compétitivité, évidemment de l'infrastructure, un peu des mesures pour soutenir la croissance. Et ils disent, troisièmement, nous devons renforcer le tissu social. Ça, je trouve très, très fort, par un renforcement du dialogue social et de notre partenariat. Ça, c'est du jamais entendu du MEDEF ou de leurs partenaires en Allemagne qu'ils se soucient du tissu social et de la stabilité du tissu social, et dans les 2 pays. Donc, effectivement, ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure. On a beau trouver tout un tas de propositions, de solutions techniques, mais il y a aussi cette question, est-ce que les citoyennes, les citoyens, la population, ils vont se retrouver là-dedans et cautionner cette politique ou est-ce que nous allons vers quelque chose qui va remettre en question fondamentalement la nature et le fond de cette relation franco-allemande
en Europe. Et c'est une hypothèse qu'on ne peut pas du tout écarter. Un gouvernement français à rebours de ce qui a été lancé en matière de coopération, c'est possible. Et du coup, je remarque là, dans la presse allemande, de plus en plus des commentaires ici ou là qui présentent déjà Friedrich Merz comme étant désormais le seul capable de porter les projets de souveraineté européenne, d'endosser en quelque sorte l'habit de successeur de Macron au niveau européen. C'est vrai qu'il a très bien réussi son été. Il a marqué pas mal de points sur la scène internationale, à l'initiative avec les Européens, avec les Ukrainiens, etc. On l'a même trouvé assez mordant face à Donald Trump. Vous y croyez, vous, tous les deux, à cette théorie déjà d'un passage de relais entre Paris et Berlin ? De toute façon, même si il n'y a pas de nouvelles élections en France et même si Emmanuel Macron n'était pas affaibli, il lui reste qu'1 an et demi à la tête du pays. Et Friedrich Merz, a priori, un peu plus, sauf s'il y a des élections anticipées. Donc, en fait, toute cette séquence, cette période entre le printemps 2025 et le printemps 2027 est une sorte de passage de relais entre la France et l'Allemagne pour que le chancelier puisse préparer lui-même le passage de relais du président envers son successeur s'il est ou si elle est quelqu'un qui est pro-européen. Donc on a cette séquence de passage de relais, on a cette séquence d'accélération qui est liée à l'accélération des événements, que ce soit à l'est de l'Europe, en Ukraine, sur le terrain, ou l'accélération liée au retrait américain sous toutes ses formes avec l'administration Trump. Donc on a une accélération du fait qu'il reste peu de temps au président de la République, peut-être qu'il veut laisser un héritage derrière tout ça, il voit enfin que tout ce qu'il avait expliqué jusque-là semble rentrer dans une rationalité qui jusque-là échappait à la plupart de ses partenaires. On a en tout cas une très très brève fenêtre d'opportunité. Les historiens du futur ils pourront se poser si l'Allemagne n'a pas raté une occasion en 2017 à 2025, on ne pourra pas l'approfondir maintenant, mais je mettrai en garde sur cette idée de Merz, le leader naturel de l'Europe, puisque l'Allemagne est toute seule, elle n'est pas capable de amener l'Europe, de guider l'Europe, comme la France toute seule non plus. Merz, il a eu des succès sur la scène internationale cet été, mais il a déjà pas mal de problèmes à la maison, avec son partenaire de coalition, avec cette opposition d'extrême droite, avec la croissance économique qui ne vient pas, avec les réformes qui sont lisses et qui on n'arrive pas à se mettre d'accord. Tout ça, c'est fragile. On a vu qu'un peu à vue, un chancelier tout seul, même Merz, il peut pas réussir ça. Il a besoin du soutien des autres Européens et notamment de la France, le partenaire qui est souvent si différent, comme Paul l'avait dit, mais qui en même temps est nécessaire pour pouvoir amener toute l'Europe vers quelque chose. Et pour finir, une dernière question, messieurs, après tout ça, quand on regarde le contexte général, comment est-ce que vous abordez cette rentrée ? Quel est votre état d'esprit ? Es muss sein. On ne peut pas faire autrement, c'est-à-dire que la situation est comme elle est, on doit faire avec. Et je pense qu'on a quand même des jalons franco-allemands qui sont forts, qui ont été posés à Toulon, mais qui existaient avant, depuis le mois de mai, le mois de juillet, cette ambiance un peu positive entre la France et l'Allemagne, malgré une morosité générale, surtout si on analyse, comme c'est notre cas, les relations internationales. Il faut être raisonnablement optimiste. Peut-être que cet aspect technique, finalement, permettra de faire le dos rond en attendant que les choses retrouvent leur âme, leur cœur et leur amitié, parce que cette amitié, elle reviendra de toute façon, ça j'en suis convaincu. On est tous là pour la porter. Quand j'ai dit au début, je retiens cette volonté de se remettre autour de la table et de parler du fond, je le crois vraiment, je le dis vraiment, et il y a un soulagement par rapport à ça, qu'on ne reste pas dans la routine. Ça, c'est très bien. Néanmoins, je reste inquiet si le temps qui reste nous permet de réaliser au moins une partie de toutes ces annonces. Merci beaucoup, Paul Maurice du CERFA et Stéphane Seidendorf du DFI pour ce nouvel échange très riche comme d'habitude. Et moi, comment j'aborde cette rentrée, me diriez-vous ? Eh bien, un peu en demi-teinte également, car à l'heure actuelle, c'est clair, il n'est plus possible de continuer à produire le podcast. Les caisses sont vides, plus un seul centime pour poursuivre l'aventure. Et c'est quand même dommage de devoir l'annoncer alors qu'on observe un retour en force du réflexe franco-allemand. Mais visiblement, pour l'instant, l'esprit de Toulon n'a pas l'air d'avoir ruisselé vers les potentiels donateurs. Je parle de ceux venus du monde des entreprises, du monde des affaires, ceux qui sont vraiment capables de changer la donne et d'ouvrir des perspectives de moyen terme pour le financement du podcast. Parce que, en fait, du côté des auditrices, des auditeurs, là, la mission, elle a été remplie. La levée de fonds participative
participative qu'on a lancée au début de l'année a été très bien relayée. Beaucoup ont tenu à contribuer individuellement à leur petit niveau, donnant 5 ou 10 € seulement parfois. Et donc là, j'interromps le podcast avec une énorme pensée pour vous tous, justement. Je me sens à la fois tellement reconnaissante de cette aide et terriblement honteuse de ne pas pouvoir répondre plus longtemps à votre demande d'informations indépendantes en français sur l'Allemagne. Sachez que pour produire une année de podcast, il faut environ 30 000 €. Je pensais vraiment qu'il serait facile de convaincre une dizaine d'entrepreneurs, de mécènes, de sponsors, de mettre chacun quelques milliers d'euros en dons défiscalisés pour maintenir en vie ce nouvel outil au service d'une meilleure compréhension entre la France et l'Allemagne. En 4 ans, à 4 exceptions près, il n'y a eu aucun don de ce type pour le podcast. Alors que des milliardaires n'hésitent plus outre-Atlantique et déjà chez nous en Europe à débloquer des centaines de millions pour soutenir des projets médiatiques sans nuance, qui simplifient, qui divisent, et même souvent qui portent un agenda politique, je raccroche le micro en espérant du fond du cœur que ce n'est qu'une pause et que je pourrai dès janvier, idéalement, reprendre la production des épisodes. Je ne lâche rien, forte de la confiance toujours renouvelée que m'accordent les experts des institutions franco-allemandes qui sont mes invités depuis 100 épisodes, à commencer bien sûr par l'équipe très fidèle du DFI, à mes côtés depuis le début. Merci beaucoup, je le redis ici. Je remplis en ce moment même des dossiers de subvention. Le Fonds citoyen franco-allemand nous a déjà soutenus à 2 reprises. Là aussi, un grand merci. Une autre piste serait de faire payer les abonnements et les écoutes. Alors vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez, sachant que la moitié des abonnés a moins de 35 ans, donc ça pourrait être un vrai obstacle financier pour ces jeunes oreilles. Personnellement, mon bilan, il est formidable. Quelle aventure. J'ai eu beaucoup de joie à me creuser la tête 100 fois pour écrire la bonne intro, trouver le bon angle de reportage avec David Philippot, dénicher la bonne archive. C'était un grand bonheur d'entendre à nouveau des anciens collègues faire les voix françaises. J'ai découvert aussi que c'était très agréable et flatteur d'avoir une communauté de fidèles. Donc, je suis prête à repartir dès que possible. En attendant, que je préfère de loin la magie de l'audio caché derrière un micro, je vais essayer de continuer à faire vivre l'esprit du podcast sur les réseaux sociaux avec des petites vidéos qui expliquent la politique allemande. Abonnez-vous pour ne rien rater. Au total, 41 heures de contenu gratuit, informé, convivial ont été produites, mais le podcast avec un K, ce n'est pas qu'un catalogue. Dans le grand fracas du monde, j'espère vous avoir offert aussi de l'humain. Je m'appelle Hélène Cole avec un K, je ne vous dis pas adieu, juste au revoir.